Au Liban, de nouvelles frappes israéliennes s'abattent sur la banlieue sud de Beyrouth. L'armée libanaise a riposté pour la première fois depuis un an. L'Union européenne débloque 30 millions d'euros pour le Liban. Cette nouvelle enveloppe porte à 100 millions d'euros l'aide humanitaire européenne au Liban en 2024. En Ukraine, un bombardement russe sur un immeuble résidentiel a fait au moins 12 blessés. Les Allemands célèbrent les 34 ans de l'unité nationale sur le fond des élections clivantes. Le marché de la voiture électrique semble déjà en crise en Europe. La fin de la production en 2025 de l'usine Audi à Bruxelles est le dernier exemple en date de ce marasme. Malgré l'appel à un cessez-le-feu, les tensions au Moyen-Orient s'accroissent de jour en jour. Pour la première fois depuis un an, l'armée libanaise a riposté à des tirs israéliens après la mort d'un deuxième de ses soldats dans le sud du Liban. Toujours au Liban, 3 nouvelles frappes israéliennes ont touché jeudi la banlieue sud de Beyrouth. Des avions de l'armée israélienne ont ciblé le quartier général des services de renseignement du Hezbollah. Non loin de là, en Syrie, selon les autorités locales, 3 civils ont été tués et 3 autres blessés à la suite d'une attaque israélienne sur un immeuble résidentiel à Damas. Cette attaque intervient après une frappe israélienne au Liban sur un immeuble du centre de Beyrouth qui abritait un centre médical du Hezbollah. 9 personnes ont été tuées. L'avis d'évacuation émis par Israël a été étendu à la ville de Nabatie, mais également aux différentes communautés vivant dans le sud du Liban, ce qui fait craindre une opération terrestre de plus grande envergure, d'autant plus que cette zone constitue la limite nord d'une zone tampon établie par l'ONU en 2006. Une autre frappe israélienne a blessé 4 secouristes de la Croix-Rouge libanaise alors qu'ils évacuaient des blessés dans le sud du pays. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir fait exploser une bombe en bord de route dans le village libanais de Maroun el-Ras, alors que les chars israéliens y pénétraient. En Israël, des explosions ont été signalées dans la ville de Kiryat Shmona, située au nord du pays, près de la frontière libanaise. Face à cette escalade, plusieurs pays dont la France ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban. Des vols commerciaux ont été affrétés entre Paris et Beyrouth pour transporter les Français. La Commission européenne annonce le versement au Liban d'une nouvelle tranche d'aide humanitaire de 30 millions d'euros. Dans un tweet, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se dit extrêmement préoccupée par la situation au Liban. De son côté, le chef de la diplomatie européenne regrette le manque d'unité de l'UE sur le dossier. Le Catalan de 77 ans, dont le mandat arrive à terme le 1er décembre prochain, a donné son point de vue à la télévision espagnole. En cambio, frente a la guerra en Oriente Medio, pues hay países que por razones históricas fáciles de entender están dispuestos a conceder a Israel no solo armas, sino una permisividad en sus acciones de defensa o de ataque, y otros, en cambio, es el caso de España, que demuestran un mayor esfuerzo para el respeto del derecho internacional humanitario, mayor preocupación por las consecuencias de la guerra, mayor apoyo a los palestinos. Concernant l'évacuation du Liban des ressortissants européens, une porte-parole de la Commission rappelle qu'il en est de la responsabilité des États membres. La Commission apporte de son côté un soutien consulaire et diplomatique. Consular coordination between the EU member states with other associated countries is being exercised in real time to ensure our preparedness in any emergency situation. Sur le terrain, Israël dit avoir éliminé ce jeudi 15 combattants du Hezbollah dans une frappe sur le sud du pays. La branche armée du Hezbollah figure sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Au moins 12 personnes ont été blessées par un bombardement russe. D'après les autorités locales, il s'agirait d'une attaque à la bombe planante. La frappe a touché un immeuble résidentiel situé dans un quartier de la ville de Kharkiv. Des incendies se sont déclenchés. Les secours ont été dépêchés sur place. Des éclats de munitions retrouvés sur les lieux ont permis à la police d'identifier le type d'arme.
D'après le service d'urgence ukrainien, les pompiers ont lutté durant toute la nuit pour éteindre l'incendie provoqué par cette frappe. Arme de plus en plus utilisée dans la guerre entre les deux pays, les bombes planantes mettent à mal les défenses de première ligne de l'armée ukrainienne. Située à une trentaine de kilomètres de la frontière russe, la ville de Kharkiv est fréquemment ciblée par des attaques. Jeudi, le nouveau chef de l'OTAN a réitéré le soutien occidental à Kiev. Le chancelier allemand Olaf Scholz a présidé à la cérémonie de célébration des 34 ans de la réunification allemande à Schwerin, une ville située dans l'est du pays. Bien que la nation ait passé des décennies sans mur, l'unité n'est pas encore complète, a déclaré le chef de l'exécutif. Inzwischen spielt die Unterscheidung gerade für viele Jüngere in Deutschland kaum noch eine Rolle. Inzwischen hat sich die Lebenszufriedenheit der Deutschen in Ost und West weitgehend angeglichen. Inzwischen lassen sich viele globale Technologieunternehmen gerade auch in Ostdeutschland nieder. Dans les rues de Schwerin, parées de ses plus beaux atours, les Allemands expriment leur espoir en l'avenir. Ich persönlich halte ja viel davon, dass man da gar nicht mehr so sehr nach hinten schaut, sondern nach vorne schaut und mag auch diese Unterschiede immer gar nicht so gerne aufgezeigt haben, sondern finde es schöner, auf das große Ganze zu schauen. Qu'est-ce qu'il emportera, les différences ou la vue d'ensemble? L'Allemagne devra relever un important défi l'année prochaine, rester unie pendant les élections fédérales. La Hongrie pourrait une nouvelle fois être condamnée par la justice européenne. Selon la Commission européenne, la loi hongroise sur la défense de la souveraineté viole les droits fondamentaux de l'Union ainsi que la réglementation sur la protection des données. Today, the Commission has decided to refer Hungary to the Court of Justice because it considers its national law on the defense of sovereignty to be in breach of EU law. La loi controversée adoptée par le Parlement hongrois établit un bureau de protection de la souveraineté qui peut enquêter sur les personnes et les organisations soupçonnées de porter atteinte à la souveraineté nationale et à l'identité constitutionnelle. À ce stade, la Commission n'a pas demandé que la Cour suspende immédiatement la loi. Dès lors, le Bureau de protection de la souveraineté peut continuer à engager des poursuites. Le marché de la voiture électrique ne décolle pas en Europe et ce secteur de l'industrie semble déjà en crise. L'usine Audi de Bruxelles, fondée en 1948 et à la pointe des technologies à faible émission de CO2, est un exemple de ce marasme. La production de SUV électriques Q8 e-tron, le modèle phare du constructeur allemand et vendu en Belgique pour 80 000 €, sera arrêtée après 2025. Les syndicats sont sur le pied de guerre. Ils craignent la suppression de 3 000 emplois et 1 millier supplémentaires auprès des sous-traitants. Les organisations syndicales préparent de nouvelles grèves et dénoncent les stratégies des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles ont voulu faire beaucoup d'argent sur l'électrique. Ils n'ont pas accepté que la phase de transition soit moins génératrice de dividendes et de bénéfices. Et donc ils ont tout misé sur des gros modèles très luxueux, très chers, que les citoyens européens n'arrivent pas à acheter. Et donc on a une surcapacité européenne qui fait en sorte que des groupes comme Volkswagen veulent fermer des sites en Belgique et en Allemagne. Pour sa part, l'Union européenne évalue des solutions pour préserver le secteur. Les 27 cherchent l'équilibre entre des taxes sur les voitures électriques chinoises, bien moins chères que les européennes, et des plans d'investissement dans l'industrie. Il faut vraiment un plan beaucoup plus ambitieux sur la réindustrialisation. Ce n'est pas que via des mesures protectionnistes qu'on demain on incitera effectivement les entreprises européennes et étrangères à être actives sur le sol ici et à créer des emplois de qualité. Il faudra vraiment aussi une politique globale. Et sur tous les aspects, sur l'aspect de la fiscalité, ok, mais aussi sur l'aspect de la formation des travailleurs, de l'accompagnement de ces travailleurs, de l'aspect aussi de la recherche et développement par rapport à de nouvelles technologies. Au cours des 8 premiers mois de l'année, un peu plus de 900 000 voitures électriques ont été achetées dans les pays membres de l'Union, soit environ 12% du total des ventes. Les voitures à essence demeurent les modèles les plus recherchés. C'est en 1920 qu'est née la grande chanteuse portugaise de fado, Amália Rodrigues. Cette artiste légendaire, à la voix d'or, disparue en 1999,
fait l'objet d'une exposition unique grâce à un tout premier récit biographique immersif. Vai-se comemorar agora no dia 6 de outubro os 25 anos da partida da Amália e, portanto, o grande objetivo desta experiência é também celebrarmos a Amália, homenagearmos a Amália numa linguagem muito contemporânea. Eu corro o risco de dizer que esta é provavelmente a mais contemporânea, mais arrojada homenagem que alguma vez foi feita à Amália Rodrigues, exatamente porque nós queremos que ela não seja esquecida e queremos dar a conhecer a Amália a todo o tipo de públicos, sobretudo aos mais jovens. De renommée internationale, Amália Rodrigues a été l'ambassadrice de la culture portugaise dans le monde. Conhecer a Amália é exatamente conhecer essas várias dimensões da Amália. A Amália é muito mais do que a rainha do fado, a voz de Portugal. Obviamente que lhe devemos isso e o fado é o que é hoje graças à Amália, que levou o fado das ruas de Lisboa para os grandes palcos internacionais. Mas a Amália é inspiração, a Amália é poesia, é uma mulher que escrevia muito bem, que cantava genuinamente, uma mulher bastante sofisticada para a época, muito à frente do seu tempo, e nós quisemos trazer de facto todas essas vertentes, porque acho que são todas elas conjugadas que fazem da Amália a grande diva que a Amália é. 8 salles interactives avec une fresque vidéo à 360 degrés, de la réalité virtuelle et même un hologramme d'Amália plus vrai que nature font partie de cette exposition inédite. Uma experiência imersiva sobre a vida e a obra da artista para conhecer aqui no bairro lisboeta de Marvila. Joana Mourão Carvalho para a Euronews em Lisboa.